Bonjour, bienvenue dans cette séance numéro 10 du 19 janvier. Alors, nous avons déjà fait 2 séances sur l'analyse néoclassique du marché du travail pour comprendre leur vision du chômage. Lors de la séance numéro 8, l'avant-dernière, nous avons posé des éléments de généralité sur ce courant de pensée économique et nous avons en particulier construit l'offre de travail. Alors, dans une logique individualiste, vous vous souvenez, où on mettait en scène un individu calculateur qui faisait des choix individuels, rationnels, en prenant les prix du marché. Et ensuite, ce choix, ce mécanisme intellectuel était supposé s'appliquer à tous les individus, avec des préférences différentes, mais suivant la même logique intellectuelle. Par agrégation, ensuite, on obtenait l'offre totale de travail. Et donc, nous avions posé le résultat que pour l'analyse néoclassique standard, par l'arbitrage travail-loisir qui nous avait guidés dans la démonstration, l'offre de travail était une fonction croissante du salaire réel, du pouvoir d'achat du salaire. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir d'achat du salaire augmentait sur le marché du travail, eh bien, pour les néoclassiques, les individus avaient tendance à offrir plus de travail sur ce marché du travail. Lors de la séance dernière, nous l'avions consacré à la demande de travail et de la même façon, nous avions mis en scène l'individu calculateur, ici le chef d'entreprise employeur, qui se livrait à un choix individuel, rationnel, de calcul coût-avantage, à l'opportunité d'utiliser ou non une unité supplémentaire de travail. Et donc là aussi, un raisonnement marginaliste, à la marge, portant sur des petites variations. Et en suivant ce raisonnement, un petit peu austère, voilà, c'est vrai, mais enfin bon, on peut récupérer les grands résultats, à défaut de savoir démontrer exactement pour vous. Nous avions obtenu l'idée que pour l'individu employeur, comme pour les employeurs en général, eh bien, la demande totale de travail était une fonction décroissante du salaire réel, du pouvoir d'achat du salaire, c'est-à-dire que lorsque le salaire réel sur le marché du travail diminuait, eh bien, ceci était censé inciter l'employeur à employer plus d'unités de travail. Et je vous avais dit que finalement, dans ces deux séquences-là sur le travail pour les néoclassiques, l'analyse en termes de marché du travail privilégiait une approche à peu près identique aux marchandises. Le travail était un simple contrat de louage, pas un objet spécifique d'analyse, et donc je vous avais fait remarquer que vous pouviez par analogie, en faisant quand même attention, mais comprendre l'offre et la demande en fonction du prix et ses variations, en partant de toute marchandise qui vous conviendrait, et même avec un marché de fruits et légumes saisonniers pour un consommateur, hein. Et ensuite par analogie vous pouviez retrouver les mouvements prix-offre, prix-demande pour le marché du travail, à condition bien sûr d'intégrer l'arbitrage travail-loisir, le calcul coût-avantage de l'employeur, où là l'analogie avec le marché des fraises ne fonctionnerait pas. Il y avait quand même à côté de l'analogie, des éléments spécifiques au marché du travail, même si globalement on est sur un travail marchandise ici. Alors dans cette 3e séance pour les néoclassiques, et normalement dernière donc, eh bien nous allons construire le marché du travail, puisque nous tenons une offre de travail, une demande de travail. Nous allons nous intéresser à l'équilibre sur le marché du travail, nous allons le former. Ensuite, nous allons qualifier cet équilibre en termes d'emploi. Et c'est quand même ce qui nous intéresse pour faire apparaître leur vision du chômage. Et nous verrons le rôle du marché du travail dans l'analyse néoclassique en conclusion. Donc ça fera notre séance ici et nous aurons à peu près ce qu'il nous faut, non pas pour analyser tout le courant néoclassique, ce n'est pas le but, mais le courant néoclassique analysant le marché du travail et en particulier la situation de chômage qui est donc notre fil rouge. Alors, étudions l'équilibre sur le marché du travail en s'appuyant sur le travail fait
lors des 2 premières séances. Alors, cela forme un petit C, l'équilibre sur le marché du travail. Alors, il faut savoir que cette notion d'équilibre du marché du travail, elle recoupe deux notions. Tout d'abord, l'existence d'un équilibre sur le marché du travail, et ensuite, la question, si l'équilibre existe, la question de la stabilité de l'équilibre. Donc, existence, stabilité, de façon successive. Alors, l'équilibre sur ce marché du travail, eh bien, il existe grâce à ce qu'on appelle la libre confrontation entre l'offre et la demande de travail. Alors, cela peut prendre l'allure de ce graphique ici. Donc, en abscisse, L, le travail, labor, on a déjà employé le symbole, et j'ai réutilisé les symboliques les plus couramment utilisés, si jamais vous regardez sur Wikipédia ou si vous voulez un détail ici ou là. Donc en abscisse, dans ce cadran, on porte donc le travail. En ordonnée, W sur P, W wage, le salaire, P le niveau général des prix, W sur P le salaire réel, le pouvoir d'achat du salaire. Et donc, dans ce cadran, eh bien, j'ai fait tout simplement un report, j'ai reporté en vert la fonction d'offre de travail, alors avec pareil les notations habituelles, L, labor, le S, alors en indice ou en exposant, ça dépend, S pour supply, c'est l'offre en anglais, hein, et la demande de travail en rouge, demand, c'est pas trop compliqué, voilà. Alors en vert, bien j'ai porté le résultat, vous voyez que lorsque, alors c'est présenté à l'anglaise, hein, la variable causale, le salaire réel est mis en ordonnée. Donc, lorsque le salaire réel augmente sur l'axe des ordonnées, eh bien, vous voyez que la quantité de travail offerte sur le marché du travail par les salariés augmente également, d'où cette courbe en vert. Alors là, je l'ai figuré avec une droite. Dans l'absolu, ça pourrait être une portion légèrement hyperbolique, enfin plus ou moins hyperbolique, ça dépendrait de la sensibilité de l'offre de travail au prix. Bon, on va au plus simple hein, pour avoir les résultats qui nous intéressent. Donc voilà, en vert, hein, nous figurons le résultat de l'avant-dernière séance où l'offre de travail augmente, la quantité de travail offert augmente lorsque le salaire réel augmente. Et en rouge sur le même graphique, j'ai porté le résultat de la séance dernière, la demande de travail, et nous avions vu que la demande de travail totale sur le marché était une fonction décroissante du salaire réel, du pouvoir d'achat du salaire. Donc c'est bien ce qui est figuré ici, toujours avec une droite et non pas une portion légèrement hyperbolique. Si vous faites augmenter le salaire réel sur l'axe des ordonnées, eh bien vous voyez que en se déplaçant sur la courbe rouge, quand vous augmentez ce salaire réel, eh bien vous avez un mouvement inverse sur la demande de travail. Eh bien voilà, vous retrouvez la fonction décroissante de la demande du salaire réel pour la demande de travail. Alors, en vert, donc, le résultat de l'avant-dernière séance. En rouge, le résultat figuré de la dernière séance. Et donc, l'idée ici, c'est que, sous réserve que les courbes n'aient pas des formes atypiques dans des situations particulières de marché du travail, hein, donc sous les hypothèses néoclassiques où les agents sont preneurs de prix sur le marché du travail, eh bien, se forme une intersection entre l'offre et la demande de travail. Donc c'est le point E1, donc ça c'est de la géométrie, mais c'est pour le repérer. Hein. Et donc on va dire qu'on figure ici l'équilibre sur le marché du travail. Et ce qui est important, c'est pas de faire de la géométrie, le point d'intersection, ça n'a pas grand intérêt en soi, c'est de redonner un sens économique, certes néoclassique, mais un sens économique à ce graphique. Et donc pour ça, il faut prendre les coordonnées du point E1. Donc, en ordonnée W sur P, 1, c'est le salaire réel qui correspond à cet équilibre. L1, c'est la quantité de travail qui correspond à cet équilibre. Et donc, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que
ce salaire W sur P, salaire réel numéro 1, qu'on a mis une étoile pour figurer le fait que c'est un optimum, eh bien, c'est parmi tous les niveaux de salaire réel sur la courbe sur la droite des ordonnées, ici sur l'axe des ordonnées, c'est le seul salaire réel qui va vous donner à la fois la même quantité de travail offerte et demandée. C'est-à-dire c'est le salaire réel qui, sur le marché, dégage un consensus, on pourrait le dire, hein, entre les intentions d'offre de travail des salariés et les intentions de demande de travail de la part des employeurs. Si vous augmentez le salaire réel, cela peut stimuler l'offre de travail, les salariés peuvent être incités selon le néoclassique à offrir plus de travail, simplement vous n'aurez pas des employeurs en conséquence. Donc il n'y aura pas consensus. Et si vous prenez des salaires réels inférieurs à W sur P1 étoile, hein, pour figurer l'optimum, eh bien vous aurez certes des employeurs qui seront prêts à offrir plus de travail puisque le travail est moins cher, et toujours pareil, logique de contrat de loi sur une marchandise, mais par contre, les employeurs voudront bien embaucher, mais par contre les salariés auront dans leur arbitrage travail-loisir, l'arbitrage vers le travail qui ne suivra pas, et donc parce qu'ils considéreront que, eh bien, à ce niveau de salaire réel-là, ça ne vaut pas le coup d'offrir plus de travail. Et donc, voilà, c'est l'idée d'un consensus entre des points de vue divergents. Hein. L'offre de travail, fonction croissante du salaire réel pour les salariés, la demande de travail, fonction décroissante du salaire réel pour les employeurs. Et donc, au final, de ces deux visions différentes, hein, un point d'équilibre, donc un consensus. Et donc, la lecture se fait pour un niveau de salaire réel donné sur l'axe des ordonnées. Eh bien, W sur P numéro 1, c'est celui qui vous assure la plus grande quantité de travail échangée sur le marché. Pour tout niveau de salaire différent, supérieur ou inférieur, il y aura sur le marché du travail un niveau un volume de travail moindre échangé. Voilà. Et donc, E1, c'est le marché du travail en équilibre qui est figuré ainsi par ce point. Alors, là, c'est donc la situation de l'existence de l'équilibre. Donc nous avons formé ce marché du travail et donc sur le graphique vous avez la confrontation, la rencontre entre l'offre de travail et la demande de travail totale sur ce marché du travail. Alors ce qui nous intéresse, c'est moins l'équilibre, peut-être que les situations éventuelles de déséquilibre pour arriver peut-être à ce qui est le vrai objet de ce cours, hein, c'est une perception du chômage. Hein, donc faut pas oublier, tout ce qu'on fait, c'est ce long détour, c'est pour arriver à dire quelques mots sur le chômage vu à travers une grille de lecture, celle des néoclassiques. Alors, repartons plutôt de ce graphique d'équilibre et intéressons-nous à la question de sa stabilité. Alors, la stabilité de l'équilibre en général, hein, on dit qu'un équilibre est stable si, à la suite d'un choc, d'une variation, d'un bouleversement, des mécanismes font qu'il y a un retour à l'équilibre. Et ici, nous sommes chez les néoclassiques, donc un retour à l'équilibre par le seul jeu du marché concurrentiel, je pourrais rajouter, via le jeu des prix flexibles. Donc, un équilibre est stable si, lorsqu'il y a un déséquilibre, des mécanismes nous ramènent à un équilibre. Pas forcément le même, mais à un équilibre. Et donc, chez les néoclassiques, ce retour est vu par des jeux d'effet prix, essentiellement sur le marché du travail, et des variations corrélatives ou consécutives plutôt de l'offre et de la demande ici de travail. Mais ce serait pareil sur le marché du pétrole, et encore une fois, le travail est saisi comme une marchandise. Alors, on va sur un raisonnement, je vous ai préparé un petit dessin animé, si je puis dire. Hein, voilà, donc ça, voilà. Alors, on repart sur cet équilibre du marché du travail, hein, ici,
Et donc, on va figurer un déséquilibre. Alors, je ne vais pas faire tous les déséquilibres envisageables, hein. C'est pas une démonstration quelle que soit, mais je vais figurer un et voilà, pour les plus passionnés d'entre vous, vous pourrez envisager les 3 autres situations presque à titre d'exercice, hein. Donc, on va figurer une situation de déséquilibre. Alors, partant d'un équilibre initial dit de plein emploi, hein, puisqu'on était à l'équilibre en E1, c'était le consensus, tous ceux qui acceptaient le salaire réel du marché avaient un travail, et ce salaire d'équilibre numéro 1 assurait la maximisation de la quantité de travail échangé. Et donc, à partir de là, on va faire une hypothèse, hein, pour provoquer le choc. On va supposer qu'il y a un choc négatif de demande, hein, qui va provoquer un déséquilibre. Alors, ce choc négatif de demande, un élément qui vient structurellement affecter le marché du travail, hein. Donc, ça va figurer ici la situation où la courbe de demande en rouge va avoir tendance à se déplacer, hein, vers la gauche, et donc on va avoir une nouvelle demande de travail figurée par le pointillé, et je l'ai laissé dans la même couleur, hein, pour que on ait bien en rouge la famille de la demande et laisser en vert ce qui relève de l'offre, hein. Donc, nous avons un déséquilibre sur le marché du travail. Donc, la courbe de demande s'est déplacée vers ici, vers LD prime, hein, sans jeu de mots. Et à partir de là, vous voyez que le salaire réel, lui, n'a pas bougé. Et vous avez vu apparaître, on a figuré ici en orange, pour ce niveau de salaire réel numéro 1, qui est toujours le niveau d'équilibre, eh bien, la demande de travail des employeurs serait au niveau L' et non plus LE1. Ce qui fait que sur ce marché du travail, vous avez un écart, ici, figuré par l'accolade, alors que j'ai mis en haut, là où j'ai mis l'accolade, mais en fait c'est l'écart, c'est le même, hein, puisque nous avons un rectangle, c'est l'écart entre L' et LE1, l'ancien volume de travail d'équilibre, et cet écart figuré en orange ici, en termes de volume de travail, nous figurerait le chômage. Alors j'ai repris aussi le symbole le plus fréquent, U pour le chômage en anglais, unemployment, pardon, et donc la lettre U pour le chômage, voilà, mais c'est purement conversionnel, hein, voilà. Et donc nous avons figuré le chômage sur le marché du travail. Donc enfin, je dirais, on arrive un petit peu sur la notion qui était la notion vedette pour nous, mais vous allez voir cette notion, en fait, ce chômage, il va peut-être pas, c'est pas la fin du graphique, il va peut-être pas rester là, peut-être que c'est une situation provisoire. Alors effectivement, c'est une situation provisoire parce que pour ce niveau de salaire réel, toujours numéro 1, là, qui n'a toujours pas bougé sur le marché du travail, vous avez les demandeurs, les employeurs demandeurs du travail qui demandent, avec la nouvelle courbe de demande suite au choc, la quantité L' de travail, mais pour ce même niveau de salaire réel numéro 2, si vous reportez horizontalement, vous arrivez sur la courbe verte et vous descendez et vous avez l'offre de travail qui est à la quantité L1, ce qui fait que vous avez une offre de travail L1 qui est supérieure à la demande de travail L', d'où la situation de chômage, de déséquilibre qui apparaît ici. Donc, si on arrêtait le graphique ici, pour une raison ou pour une autre, eh bien, on aurait une situation de chômage correspondant plutôt à une offre de travail supérieure à la demande de travail. Or, nous sommes en train d'examiner la stabilité de l'équilibre et de nous demander si, lorsqu'il y a un déséquilibre, ce que nous venons de faire apparaître ici, avec le chômage en orange, est-ce qu'on reste bloqué ainsi? Est-ce que ça évolue? Si oui, comment? Et ici, si oui, comment, vu par les néoclassiques. Nous verrons d'autres points de vue un petit peu plus tard. Alors, l'ajustement vu par les néoclassiques repose sur un processus de concurrence. Alors, pas concurrence entre les offreurs et les demandeurs, mais concurrence entre les offreurs eux-mêmes
de travail et concurrence entre les demandeurs. Vous voyez, entre offre et demande, il y a de la confrontation. La concurrence sur le marché du travail, elle est entre les demandeurs de travail, les employeurs qui peuvent, comme ça existe dans certains métiers, aujourd'hui dans la région, si vous êtes soudeur ou chaudronnier, vous avez des concurrents de votre employeur qui vous attendent à la sortie, non pas pour vous mettre des claques, mais pour vous débaucher et pour essayer de vous piquer en gros à votre employeur, alors en vous faisant miroiter des avantages, des salaires, etc., puisqu'on a deux qualifications qui sont relativement rares, et donc c'est presque les salariés qui font le choix ici, d'aller vers l'un ou vers l'autre. Donc, la concurrence, vous voyez, ici, elle est entre les employeurs qui peuvent débaucher ou essayer de débaucher des salariés à des compétences rares, ou alors elle peut être entre des salariés qui sont en concurrence pour avoir un poste. Alors là, c'est encore plus facile à illustrer. Vous avez une annonce dans le journal ou à Pôle emploi et vous avez 10, 100, 1000 candidatures. Enfin, dans les entreprises, les CV, ils ne les lisent même plus. Ils les font lire par des scanners automatiques en liasse, si vous voulez, où les gens remplissent sur les formulaires leurs réponses. Donc, ils font scanner d'une façon ou d'une autre les réponses aux offres d'emploi, ou demandes de travail, puisque c'est dans le miroir. Et ensuite, les gens des ressources humaines, une fois qu'un pré-tri a été fait, en termes de... On garde les CV qui ont les mots-clés, où il n'y a pas de faute d'orthographe, où les mots-clés apparaissent assez tôt, au bon moment dans le CV. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramétrages dans le tri, avec tout ce que ça peut avoir d'injuste aussi, mais enfin d'efficace pour une autre part. Et quelqu'un en ressources humaines dans les grosses structures, ou dans des gros cabinets ou des grosses boîtes, mais ils ne lisent que les CV de la petite dizaine de finalistes, quoi, en quelque sorte, et ils vont en retenir 4 ou 5 peut-être pour faire passer une série d'entretiens à chacun, voilà, en physique ou en distanciel, mais bon, voilà, ils vont traiter, je dirais, manuellement et humainement les sélectionner pour l'épreuve finale, quoi, voilà. Donc, vous voyez, la confrontation est entre les offreurs de travail, décidément, la concurrence est entre les offreurs de travail, la concurrence est entre les demandeurs de travail, mais la confrontation est entre l'offre et la demande de travail sur le marché. Alors, à partir de là, décrivons ce processus d'ajustement concurrentiel selon les néoclassiques. Vous voyez que pour que l'on trouve un équilibre, alors vous le voyez, il vous fait de l'œil, c'est-à-dire c'est l'ancienne courbe verte qui n'a pas bougé, l'offre de travail, et c'est la nouvelle courbe de demande en pointillé rouge, L'D, et vous voyez figurer le point qui va être un point d'équilibre. Et donc ce point, pour être un point d'équilibre, il faudrait que le salaire réel ne reste pas bloqué à WP numéro 1, mais diminue. Il diminue pour atteindre le niveau WP numéro 2, avec une étoile pour figurer l'optimum. Et donc WP numéro 2 serait le point, le nouveau salaire réel, le nouveau pouvoir d'achat du salaire sur le marché du travail, qui permettrait de dégager un consensus entre l'offre de travail en vert et la nouvelle demande de travail en pointillé rouge. Alors, pourquoi et comment arrive-t-on là ? Cela s'opère par un double mouvement. D'une part, lorsque le salaire réel baisse, cela a tendance à stimuler la demande de travail, puisque la demande de travail est censée être une fonction décroissante du salaire réel. Donc lorsque le salaire réel baisse, la demande de travail augmente, de L' vers la droite, traduisant une augmentation des intentions d'embauche par les employeurs. Et d'autre part, en même temps, figuré en vert, donc parlant d'offres, le fait que le salaire réel baisse sur le marché du travail, c'est censé décourager certains offreurs de travail à offrir du travail. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont partir en vacances ou faire le tour du monde, mais ça veut dire qu'ils sont moins incités si vous diminuez le taux de salaire de rémunération des heures sup, par exemple. À ce moment-là,
ça peut pour certains paraître moins intéressant. Voilà, aussi vous proposez des jobs moins payés qu'avant, vous pouvez vous perdre une partie peut-être des offreurs de travail. Donc vous voyez cette baisse du salaire réel ici, il faut l'analyser successivement en faisant un jeu de rôle. Vous vous placez du point de vue de l'employeur, alors vu par les néoclassiques, hein, voilà, avec la fonction de demande décroissante par rapport au salaire réel, et vous vous placez dans un autre rôle en tant qu'offreur de travail du point de vue des néoclassiques, et vous avez ce double mouvement ici, lorsque le salaire réel baisse. C'est donc ce qui fait que vous avez un ajustement en quantité qui se fait en conséquence vers le niveau L2 qui va être notre nouvel optimum, hein, et donc à ce moment-là, nous avons trouvé un nouvel équilibre qu'on va appeler numéro 2 sur le marché du travail, et donc partant de l'équilibre 1, suite à un choc négatif de demande, nous avons figuré un déséquilibre, hein, par hypothèse, et à partir de là, ça a créé un déplacement structurel de la demande de travail, et pour retrouver un nouvel équilibre entre offre et demande de travail, eh bien, il a fallu que le salaire réel puisse baisser sur le marché du travail, ce qui a entraîné un double mouvement d'ajustement des quantités, à la hausse ici pour la demande de travail et à la baisse en vert pour l'offre de travail, jusqu'au moment où un nouveau consensus, hein, finalement, s'opère. Donc, on a ici un ajustement, hein, qui s'est effectué. Vous avez à nouveau l'offre comme en L1 étoile, en L2 étoile, vous avez à nouveau un salaire réel qui va numéro 2, qui va permettre d'équilibrer les intentions des demandeurs et des offreurs. La demande de travail est à nouveau égale à l'offre de travail, mais ici pour un niveau de travail plus faible que L1, mais plus élevé que L', pour lequel il n'y avait pas consensus entre les offreurs et les demandeurs de travail. Voyez, et c'est donc sur les... Pardon, je vais trop vite. Donc voilà, donc il y a eu un auto-ajustement, une concurrence entre les salariés, puisque la demande avait diminué ici, donc qui s'est traduit par une baisse du salaire réel, un ajustement double des quantités, la flèche rouge, la flèche verte, et un nouvel équilibre de plein emploi qui est apparu à ce moment-là. Alors, cet ajustement néoclassique, on est parti d'un équilibre, on a provoqué un déséquilibre, et nous avons vu que par le jeu des prix supposés flexibles sur le marché et les vertus de la concurrence, corrélativement, à ce moment-là, nous avons pu trouver une nouvelle situation d'équilibre. Donc, nous dirons, avec les néoclassiques, sous leurs hypothèses, bien sûr, hein, que l'équilibre sur le marché du travail existe, et d'autre part, qu'il est stable. Alors, pour les néoclassiques, quand on leur pose la question de l'ajustement, des délais, de l'inscription dans le temps, c'est une économie pour eux purement théorique, et donc ils n'ont pas de prise en compte du temps, du moins dans la microéconomie standard que je vous fais ici, de base, et la prise en compte du temps est, on peut dire, nulle, et donc ils supposent que si les marchés si les prix sont parfaitement flexibles, eh bien cet ajustement de marché par la baisse du salaire réel ici se fera quasi instantanément. Voilà, ils ne prennent pas en compte de délais d'ajustement, de problèmes particuliers. Ça sont les analyses plus sophistiquées qui insisteront sur les questions de temps et d'obstacles éventuels qui peuvent exister dans les ajustements entre offres et demande de travail. C'est un peu les analyses les plus contemporaines qui focalisent beaucoup sur cet aspect-là. Alors, nous allons, à partir de là, pouvoir concentrer nos remarques sur le plein emploi et le chômage. Et donc, pour nos auteurs néoclassiques, l'équilibre que nous avons obtenu est à chaque fois un équilibre de plein emploi, hein. Et donc, c'est une notion, le plein emploi, qui est une notion qui n'est pas intuitive, hein. Il faut y faire attention. Je pense que la notion intuitive, c'est l'idée que tous ceux qui
toute la population active a un emploi. Hein. À ce moment-là, il n'y a plus de chômeurs. Or, pour les néoclassiques, vous avez vu à chaque fois sur les graphiques, c'était un équilibre conditionné aux conditions de salaire réel sur le marché. Et donc pour les néoclassiques, le plein emploi, ça correspond à la situation où tous ceux qui acceptent de travailler aux conditions du marché le peuvent. Hein. Alors quand je dis les conditions du marché, c'est les conditions salariales. Hein. Et donc si je vais rembobiner un peu. Vous voyez sur le graphique là par exemple, eh bien sur la situation numéro 1, ça veut dire que pour le niveau de salaire réel numéro 1, on trouve un consensus entre offre et demande pour la mise en œuvre d'un volume de travail LE1 étoile, ce qui veut dire que cet équilibre 1 est un équilibre de plein emploi, au sens où tous ceux qui acceptent de fonctionner en offre et en demande de travail au salaire W sur P numéro 1 ont un emploi. Et c'est le salaire qui maximise la quantité de travail échangé sur le marché. De même, la situation E2 est un autre équilibre de plein emploi que nous avons obtenu suite à un déséquilibre. Et de la même façon, il est différent mais en même temps similaire, au sens où intellectuellement, E2 est également un équilibre de plein emploi. Il y a deux équilibres de plein emploi dans mon exemple, et je pourrais en faire autant que de situations d'équilibre, ce qui veut dire que pour le niveau de salaire réel numéro 2, eh bien, tous ceux qui veulent travailler aux conditions du marché numéro 2, eh bien, ont pu obtenir un emploi. Ça donne le volume d'emploi L2 qui correspond au plein emploi. Et oui, c'est donc un plein emploi qui est toujours pour les néoclassiques implicitement conditionné à un niveau de salaire. Donc c'est une notion, vous voyez, qui est très contre-intuitive, qui est très particulière. Alors, pour nous, ça veut dire quoi? Bien, ceux qui ne voudraient pas travailler aux conditions du marché, pour différentes raisons, eh bien, les néoclassiques, ils sont chômeurs. Vous voyez, c'est un plein emploi, mais il y a des chômeurs. Mais ce qui est important, j'aurais dû le mettre en gras, mais je ne voulais pas faire un effet sapin de Noël là, sur ma projection, c'est qu'en fait, ce sont des chômeurs volontaires. Ce sont des gens qui ne veulent pas travailler aux conditions du marché. Parce qu'ils considèrent, suivant leurs propres critères, leurs propres préférences, on avait dit, hein, que leur satisfaction n'est pas au rendez-vous pour ce niveau de salaire numéro 1 ou numéro 2. Voyez, donc c'est très particulier chez les néoclassiques. On arrive à un équilibre sur le marché du travail. C'est un équilibre de plein emploi, ce qui veut dire que ont un emploi tous les acteurs qui acceptent de fonctionner au salaire réel du marché. Et bien que donc c'est un plein emploi déjà qui est conditionnel. Et deuxième chose, c'est un plein emploi qui est compatible avec du chômage, mais en fait ce chômage n'est pas un déséquilibre, ce sont des chômeurs volontaires. Alors souvent il y a un contresens, certains qui ont des fois un peu trop parcouru leur cours d'économie et qui se retrouvent dans des situations de décideurs, franchissent le pas, bon ils épousent ces visions néoclassiques, bon pourquoi pas, hein, c'est leur choix, et ils font, vous voyez ce qu'ils enchaînent, ils font de ces chômeurs volontaires en gros une bande de feignants, quoi. C'est-à-dire c'est des gens qui ils veulent pas travailler, c'est des feignants, etc. Mais en fait là ils trahissent complètement alors ils peuvent le penser, mais ils trahissent complètement l'analyse néoclassique. C'est-à-dire l'analyse néoclassique, c'est une analyse de doctrine, alors néoclassique, mais de doctrine d'inspiration philosophique, on va dire libérale. Et vous voyez, dans la phrase que j'ai mis libre à eux. C'est-à-dire que j'ai pas mis bande de feignants, j'ai mis libre à eux, ce qui veut dire que pour les néoclassiques, ceux qui travaillent, qui n'ont pas d'emploi à l'équilibre et qui sont donc chômeurs volontaires, ce sont des gens qui ont fait le choix de ne pas travailler ou de ne pas travailler plus, souvent c'est à la marge, hein, voilà. Et parce que, eh bien, ils sont libres, sont des individus fondamentalement libres, responsables, rationnels, et ils ont fait leur choix, et ils préfèrent, plutôt que de faire une heure supplémentaire, eh bien, ils préfèrent, je sais pas moi, rentrer plus tôt, aller tondre la pelouse, voir leurs enfants, enfin voilà, voilà. Et d'autres ont accepté de
d'offrir plus de travail parce qu'ils sont, je sais pas moi, ils ont des moins de revenus ou ils veulent acheter quelque chose avec ce revenu. Et donc, c'est inspiré nous avons fait une analyse, comment dire, sous hypothèse qui se veut scientifique, mais d'un point de vue de la doctrine, les néoclassiques sont, voilà, plutôt théoriciens de doctrine libérale, au sens où ils respectent la liberté des individus, et donc l'individu a fait son choix, travail-loisir, l'employeur a fait son choix, calcul-coût-avantage, et il faut trouver un consensus social entre ces multiples choix individuels d'individus libres. Voilà. Alors, il pousse peut-être très loin la liberté, on peut le critiquer, mais voyez, alors après, voilà, c'est pas du tout un chômeur volontaire au sens chômeur égale fainéant, quoi. Ça, c'est autre chose, ça c'est de la morale, mais c'est pas ce qui est dit ici, même si certains peuvent le penser, cela s'entend. Voilà, je ne suis pas naïf. Alors, au plein emploi conditionné, premier tiré là, aux conditions du marché du travail. Deuxième tiré, très important, à l'équilibre de plein emploi, il n'y a pas de chômage ou alors il y a des chômeurs volontaires, donc il n'y a pas de déséquilibre. Il y a des gens qui ont fait un choix de vie et qui sont en harmonie avec ce choix de vie, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Les néoclassiques les plus osés concéderont ce qu'on appelle un chômage frictionnel, très très marginal, parce que pour eux l'ajustement est censé bien se faire. Voilà, bon, donc c'est là-dessus aussi que ça pourra discuter, bien sûr. Et donc voilà, on a une notion très particulière de chômage. Alors, est-ce à dire que avec 2 millions et demi de chômeurs, est-ce à dire qu'en fait ce sont des gens qui ont arbitré pour le loisir plutôt que pour le travail et qui s'en portent très heureux, en hommes libres, en femmes libres? Est-ce 2 millions et demi, 3 millions ou 2 millions avec un chômage uniquement frictionnel lié à l'appariement, à l'ajustement nécessaire entre le temps de passer un entretien, vous voyez, de faire de la recherche d'emploi? Bon, là, on sent bien que non. Et donc, les néoclassiques ont quand même une réponse quand on leur dit, mais pourtant, avec 9-10% dans une société de taux de chômage, vos analyses sont peut-être un peu courtes. Alors, ils vont pousser un peu plus loin l'analyse, et quand on leur dit, mais si un chômage important persiste, et qu'on ne peut pas accepter l'idée que c'est lié à un choix de vie ou un chômage d'ajustement, eh bien, ils ont une réponse. Et donc pour eux, c'est dû au fait que eh bien, l'ajustement sur le marché du travail n'a pas pu se faire. Il n'a pas pu se faire, en particulier donc pour le chômage, parce que le salaire réel n'a pas pu baisser autant qu'il aurait fallu pour atteindre l'équilibre, vous vous souvenez, numéro 2, là, qui nécessitait une baisse du salaire réel. Eh bien, ils nous disent que c'est parce que le salaire réel, on l'a empêché de baisser, donc on reste avec un écart, un ajustement. Vous voyez, alors je vais rembobiner pour revenir au graphique. Vous voyez, là dans le graphique où on était, le chômage, c'était l'écart figuré en orange, et plus le salaire réel baissait, plus l'écart entre l'offre en vert et la demande de travail, et la flèche horizontale verte et la flèche horizontale rouge, plus cet écart se réduisait et tendait vers zéro. Mais imaginez que pour une raison ou pour une autre, vous ayez quelque chose qui bloque la flèche jaune vers le bas entre WP1 et WP2. Eh bien, l'ajustement vers le bas du salaire réel ne se fait pas, et donc vous gardez un certain écart, orange là, entre la courbe verte d'offre de travail et la courbe rouge en pointillé de demande de travail. Et donc vous pouvez avoir l'absence d'équilibre et un déséquilibre qui persiste, contrairement aux prédictions des néoclassiques. Et donc nos néoclassiques, je reviens, ils nous disent si un chômage persiste, c'est parce qu'il y a des choses qui empêchent la flexibilité du salaire réel, dans mon exemple à la baisse, et donc ils vont me dire qu'il y a des rigidités. Alors là aussi c'est un thème que vous entendez fréquemment, et là on plonge dans l'actualité. Eh bien, ces rigidités, où vont-ils les chercher? Eh bien c'est des rigidités qui sont dues à l'absence de concurrence, c'est-à-dire que les néoclassiques vont vous dire, avec leur grille d'analyse,
eh bien, le marché du travail n'est pas concurrentiel. C'est pour ça que vous avez du chômage qui persiste. L'ajustement vers le plein emploi ne se fait pas ou se fait mal. Et donc d'où viennent ces rigidités, cette absence de concurrence? Vous avez deux grandes pistes pour eux, hein, d'une part, du côté des salariés, ils vont nous dire il y a des éléments de monopole, et donc l'antithèse un peu de la concurrence. Alors les éléments de monopole, ce sont des structures qui vont avoir le monopole de l'embauche ou le monopole de la négociation, ou qui vont en gros négocier des choses sur le marché du travail à la place de l'individu, faussant l'arbitrage individuel qui leur paraît l'alpha et l'oméga de tout. Donc voilà, la présence de syndicats, hein, un syndicat, c'est vécu comme un élément de monopole. Alors, c'est pas la culture française, on a des syndicats, hein, mais c'est pas la culture française. Dans le monde anglo-saxon, il y avait une pratique qui a pratiquement disparu dans les années 80, mais qui était très ancienne, qui était ce qu'on appelle la pratique du closed shop, C-L-O-S-E-D, fermé, et shop comme le magasin, S-H-O-P, hein, et donc voilà, une pratique fermée, c'est-à-dire que alors dans les grosses industries, mines, automobiles, sidérurgie aux États-Unis, voilà, les mines en Angleterre, les camionneurs aux États-Unis, bon, sans parler de la mafia, hein, mais les camionneurs aux États-Unis, vous aviez ces pratiques, le close shop, c'est-à-dire que pour avoir un job, mettons dans l'automobile à Detroit, et bien aux États-Unis, eh bien il fallait vous syndiquer au syndicat de salariés des salariés de l'automobile, et à partir de là, s'il y avait un job, vous pouviez avoir ce job. Et le syndicat avait négocié pour vous tout le package de rémunération, d'avantages, de tout le contrat avec l'employeur. Et donc là, vous voyez bien que dans la pratique du close shop anglo-saxon, vous voyez qu'on présente pourtant pour un monde ultralibéral, etc., ça a duré pratiquement depuis les années, la fin 19e, jusqu'aux années, en Angleterre, c'est Madame Thatcher, donc fin 70, début années 80, qui a passé au lance-flamme cette pratique. Et puis aux États-Unis, de façon peut-être un peu moins dure, plus négociée, à l'occasion de restructuration de l'automobile, par exemple, et bien dans les négociations avec les syndicats, les employeurs ont négocié la disparition, la remise en cause du close shop. Hein. Donc ça, c'est une pratique qui aujourd'hui relève de l'histoire, on va dire de l'histoire immédiate et récente, mais de l'histoire. Et donc là, on est un peu au summum de l'élément de monopole, mais vous voyez, dans des situations, disons plutôt à la française, là vous n'avez pas le close shop, hein, l'adhésion au syndicat est facultative et ne conditionne pas l'accès à l'emploi. On avait un peu ça chez les dockers, juste, vous voyez, sur les ports, hein, mais c'est à peu près tout, hein, vous l'avez véritablement. Et autrement, on était sur hors close shop, et donc là, c'est peut-être pas un pouvoir de la même façon des syndicats, mais ça peut être un élément de monopolisation sur les conditions de travail, sur la négociation des salaires, vous voyez, voilà. Hein. Donc la présence de groupements pouvant surplomber l'individu, pour les néoclassiques, c'est quelque chose qui peut bloquer l'ajustement sur le marché du travail, fausser les arbitrages individuels rationnels, aboutir à une mauvaise situation qui va se traduire par un chômage persistant, qui n'est pas un chômage volontaire de libre choix d'individus libres et rationnels, mais un chômage qui peut devenir non pas structurel, mais persistant par un mauvais fonctionnement de ce marché du travail, du fait de rigidité et de situations non concurrentielles. Et puis l'autre grande piste de rigidité, hein, c'est toute la galaxie des interventions publiques. Hein. Donc là, on va avoir une réglementation du travail tatillonne, voire excessive. Alors après, on est dans du jugement de valeur. Hein. On peut discuter pour rapprocher des points de vue, mais pour certains, je sais pas moi, le simple encadrement horaire avec un maximum pour la durée du travail sur une journée ou une semaine peut être une atteinte absolue à la liberté. Ça dépend où vous placez
le curseur sur votre sensibilité à l'intervention publique qui serait aliénante quoi, pour l'individu qui le bloquerait. Quoi. Donc la réglementation du travail va être un domaine de grande empoignade, notamment sur ces questions-là. Imaginez qu'un salaire minimum aussi va être récurrent. Alors si je reviens encore je rembobine le film. Voilà. Imaginez que vous avez un salaire minimum, mais imaginez que ce salaire minimum est juste entre WP1 et WP2, vous voyez. Et bien à ce moment-là, le salaire minimum, il faudrait que pour que le marché du travail soit équilibré et qu'on retrouve un équilibre de plein emploi avec simplement du chômage volontaire d'hommes libres, hein, il faudrait qu'on atteigne WP2. Et bien si vous imaginez que la législation place un salaire minimum entre WP1 et WP2, et bien on n'atteindra jamais WP2. Et donc les néoclassiques vous diront, ben voilà, c'est parce qu'il y a un marché du travail trop réglementé avec un salaire minimum, vous empêchez le retour à l'équilibre, et voilà pourquoi on entraîne du chômage jour après jour. Hein, voilà. Et donc c'est dans cette autre direction, réglementation et du marché du travail et salaire minimum, hein, qu'on va trouver les rigidités. Hein. Ça pourrait être l'imposition d'un horaire, donc je ne parlerai pas des 35 heures, des 39 heures, etc. Le temps de travail aussi peut être un élément d'achoppement ou de controverse pour savoir si c'est une intervention légitime, pas légitime de l'État. Est-ce que c'est ça qui crée le chômage ou pas? Bon, ça donne lieu à des débats, dans le meilleur des cas, des empoignades en général, voilà, qui font le délice le délice ou le naufrage de certains repas de famille qui avaient bien commencé pourtant, mais qui finissent mal parfois pour ce genre de questions. Alors, voilà un petit peu le chômage pour nos auteurs néoclassiques. Donc vous avez en main le marché du travail, avec des raisonnements particuliers. Il faut jouer, c'est un jeu de rôle, hein. On va endosser notre costume dans le prochain cours. Donc moi, je ne vous vends pas un point de vue qu'il faut épouser ou qu'il ne faut pas épouser. Voilà, je vous présente les hypothèses d'un courant de pensée, je joue le jeu à fond, je peux être marxiste la prochaine séance, keynésien la séance d'après, enfin voilà, c'est du pur jeu de rôle. Hein, je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut penser, et moi au plus j'essaie de montrer les failles dans les raisonnements du point de vue scientifique, mais pas du point de vue des croyances ou de la doctrine. Alors vous avez à peu près en main le fonctionnement du marché du travail vu par les néoclassiques, donc une mise en scène d'hommes très très libres quand même, des individus rationnels, capables de faire des choix, qui mènent un petit peu leur calcul coût-avantage pour maximiser leur satisfaction à chacun, qu'il soit salarié ou employeur. Ce mouvement individualiste où on passe de l'individu au collectif par un effet d'agrégation. Hein, et on peut peut-être, pour terminer la séance, compléter avec le marché du travail pour, alors c'est pas strictement le chômage, mais pour donner un petit peu son rôle, parce que ça nous aidera pour mieux comprendre l'autre grand point de vue la fois suivante sur ce marché du travail. Alors je reviens sur ceci, et donc regardez avec vous dans cette dernière diapositive le rôle du marché du travail dans l'équilibre global, dans la vision globale de l'économie selon les néoclassiques. Hein. Et donc je vous ai refait en plus petit le graphique du marché du travail avec les mêmes notations, oui j'espère, et les mêmes couleurs. Donc je vous ai mis en abscisse la quantité de travail, en ordonnée le salaire réel, le pouvoir d'achat du salaire. Je vous ai gardé la courbe verte, l'offre totale de travail, fonction croissante du salaire, la courbe rouge décroissante, la demande de travail, fonction décroissante du salaire réel, et à l'intersection, le niveau de salaire qui, parmi tous les niveaux de salaire existants en ordonnée, a la propriété d'être le seul de permettre un consensus
sur le volume de travail le plus grand possible. Tout niveau de salaire autre, supérieur ou inférieur, donne un niveau de salaire, un niveau de travail échangé moindre à L l'étoile. Donc L l'étoile, c'est l'optimum, et c'est un équilibre de plein emploi. Et donc au plein emploi ne subsiste tous ceux qui tous ceux qui acceptent le salaire réel W sur P étoile ont un emploi. Les autres sont chômeurs, mais des chômeurs volontaires. Ils l'ont choisi librement, donc il n'y a pas de raison de mener des politiques de l'emploi. On ne va pas les forcer à travailler, ce serait le contraire de la liberté. Ils l'ont choisi, nous disent les néoclassiques, donc respectons le choix des individus, et puis peut-être que si offre et demande bougent, eh bien on arrivera à un nouvel équilibre, et les arbitrages individuels se modifieront pour le nouveau niveau de salaire donné dans l'économie. Voilà, donc ça c'est important. C'est vécu au plein emploi, le chômage volontaire, c'est un chômage d'hommes libres par choix raisonné suite à des calculs individuels quant à son bien-être. Alors, ce rappel étant fait, avec le marché du travail, en fait, on peut avoir assez rapidement, c'est pour ça que je vous le fais, parce qu'on verra, ce sera justement l'inverse dans la vision suivante. Ce marché du travail, il ne fait pas que déterminer le salaire réel dans l'économie et le volume global du travail et l'étoile. Il va pouvoir déterminer également l'offre globale, le niveau, la production totale, donc YS avec supply, c'est la notation habituelle, supply offre en anglais, donc, et donc l'offre globale de biens et services dans l'économie. Alors, quel est le raisonnement qu'ils font? Eh bien, vous portez en dessous un deuxième cadran sur lequel vous reportez l'axe des abscisses. Vous voyez, c'est le même, donc on fait un cadran en dessous visuellement, on reporte le volume de travail, et simplement, voilà, donc l'étoile, ce volume de travail de plein emploi, et en ordonnée, on va figurer l'offre globale, la production qui est réalisée avec ce volume de travail, sous-entendu, nous sommes à court terme toujours, je l'avais dit, pour un volume de capital donné. On avait expliqué ça, je vous avais dit que le stock de capital pouvait varier, mais si vous l'augmentiez, par exemple, c'était un problème d'investissement, et là, il fallait du temps, et donc nous étions plutôt à moyen ou à long terme. Ici, nous sommes dans une analyse conjoncturelle, si vous voulez, de court terme. Et donc, en fait, le graphique du haut, qui nous parle de marché du travail, d'emploi, de plein emploi et de chômage volontaire, pour les néoclassiques, en fait, ce graphique nous permet d'avoir assez rapidement une indication sur autre chose, alors qui n'est pas, je le répète, directement l'objet de notre cours, mais qui sera utile pour comprendre et comparer avec l'analyse que nous commencerons la semaine prochaine, avec l'offre globale. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, comment on peut avoir l'offre globale, la quantité offerte produite, et donc il faut un lien entre l'offre de biens et services que l'on produit et que l'on vend, et le travail que l'on met en œuvre, et le capital qui sont les facteurs de production. Et donc pour les néoclassiques, c'est cette relation entre l'offre produite et les moyens mis en œuvre pour la produire, c'est-à-dire le travail et le capital, c'est ce qu'ils appellent une fonction de production, c'est-à-dire que l'offre est fonction de biens et services et fonction du travail mis en œuvre et du stock de capital utilisé. Et donc, ils nous proposent une courbe de production comme ça qui serait ainsi. Alors, on peut, sans faire d'études de fonction au sens des maths, faire quelques commentaires surtout économiques. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on est d'accord, et L, c'est le travail qu'on met en œuvre, et vous produisez aussi avec du capital. Donc, vous imaginez, je sais pas moi, une usine ou un bureau avec tous les équipements, des machines, des ordinateurs, des imprimantes, voilà, des choses comme ça, des véhicules, voilà, vous êtes plus ou moins dans les services ou dans les biens, voilà. Donc le capital est là, mais vous avez L égale 0, c'est-à-dire l'entreprise est sous cloche, voilà, il n'y a pas de production, il n'y a personne. Et puis, vous mettez en œuvre L, donc vous faites varier L vers la droite, là, vous voyez, et à ce moment-là, vous voyez que la production va augmenter, ce qui est relativement raisonnable. La production augmente, mais vous voyez que la forme de cette courbe ici, alors peut-être que j'aurais dû prendre une autre couleur que le vert, je me rends compte, bon, c'est pas grave. Pour pas fausser, il n'y a pas de lien avec l'offre de travail directe. Lorsque vous augmentez la quantité de travail, l'offre
YS augmente, mais vous vous rendez compte qu'elle augmente, mais de moins en moins vite. D'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'on avait expliqué la fois dernière avec la loi des rendements décroissants, c'est-à-dire que lorsque vous mettez en œuvre vous embauchez de plus en plus de monde, si vous embauchez trop de monde, au bout d'un moment, il n'y a pas assez d'outils, il n'y a pas assez de chaises, il n'y a pas assez d'ordinateurs pour tout le monde. Et donc, on va peut-être arriver à produire plus, mais on va se gêner, ça va être moins performant, moins productif. Et donc, si on prolongeait la courbe, là, on pourrait avoir une courbe en cloche. Et donc, on pourrait avoir, si on ne touchait pas au stock de capital à moyen long terme, on pourrait avoir un recul de la production. Donc là, on reste dans la phase efficiente de la production. Et donc, vous voyez, si là, le lien fonctionnel entre l'offre de biens et services réalisés et le travail et le capital mis en œuvre pour produire ces biens et services est relié par un lien fonctionnel ainsi, eh bien, vous pouvez à ce moment-là en déduire, ce que je suis en train de faire, l'offre YS optimale, c'est-à-dire que pour le volume de plein emploi L l'étoile, à stock de capital donné, eh bien, on en déduit également l'offre de travail dans l'économie. Et donc, pour le néoclassique, c'est le marché du travail centré sur des questions de prix, de rémunération essentiellement, qui détermine l'offre globale de biens et services dans l'économie. La demande ne joue aucun rôle. La demande de biens et services ne joue aucun rôle. Et c'est ce qu'on appelle ici la loi des débouchés. C'est connu sous ce nom-là, d'un économiste, précédant les néoclassiques même, Jean-Baptiste Say, on avait déjà rencontré. Et Jean-Baptiste Say, vers 1800-1820, par là, avait donné une vision, selon lui, que l'important c'était dans une économie, c'était les aspects d'offre, et que les aspects demande, eh bien, ils étaient toujours égaux, hein, et éventuellement, s'il y avait un désajustement entre l'offre et la demande, eh bien, si les prix étaient flexibles, on aurait toujours offre et demande qui seraient à égalité. Si vous aviez un peu plus d'offres que de demandes, les prix baisseraient et on reviendrait à l'égalité. Si vous aviez un peu plus de demandes que d'offres, à ce moment-là, les prix monteraient et on retrouverait l'égalité. Donc Jean-Baptiste Say nous dit, en fait, globalement, il n'y a jamais de surproduction ni même de sous-production. Et donc, pour ces auteurs, le premier marché, c'est le marché du travail, donc avec tout ce qu'on a vu ici, et le petit bonus, mais qui nous servira pour la compréhension pour la suite, qui n'est pas utile dans l'absolu pour le chômage, c'est de figurer la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, c'est de dire que le marché du travail dans l'équilibre global néoclassique permet également d'obtenir le niveau de production dans l'économie, production offerte, YS, et qui sera également la production demandée et qui sera aussi YPE, c'est-à-dire la production pour un niveau de plein emploi dans l'économie. C'est-à-dire que vous voyez que pour les néoclassiques, on est toujours à l'optimum. On est au plein emploi sur le marché du travail, on est avec un salaire réel optimum, on a la quantité de travail optimum, on a l'offre de biens et services qui s'en déduit optimale, la demande globale optimale et finalement Y étoile, le niveau d'activité optimal, le niveau d'activité de plein emploi. Donc vous voyez que pour nos auteurs, finalement, par rapport à notre question, le chômage fait par les néoclassiques, si je sors des détails techniques, eh bien vous vous rendez compte que pour ces auteurs, le plein emploi, mais au sens où ils l'entendent, d'ailleurs, je l'ai répété souvent, conditionné à un niveau de rémunération, le plein emploi est l'état normal de l'économie, et le chômage est l'exception. Alors, pas le chômage volontaire, qui est l'équivalent du plein emploi, qui est lié au plein emploi, ce chômage d'hommes libres qui ont mené leurs arbitrages individuels, qui cherchent le maximum de satisfaction et qui considèrent que pour le niveau de rémunération dans l'économie, ils n'ont pas intérêt à offrir ni plus ni moins de travail, donc ils sont chômeurs volontaires. Et pour nos néoclassiques, donc, le
la logique est bien que le chômage qui persisterait au-delà de ce chômage volontaire d'hommes libres, eh bien, ce déséquilibre, il serait exceptionnel, et si jamais l'exception se prolongeait dans le temps, ce serait la faute de l'intervention publique qui laisserait se développer par la législation des groupements d'employeurs, enfin de salariés, d'employeurs dans l'absolu, mais ils sont moins critiqués en général, donc des groupements de salariés, des réglementations du travail excessives, donc il faudrait faire maigrir le code du travail, enfin, au risque de la démagogie que vous avez vu des fois à l'antenne en comptant les pages dans le code du travail, enfin cette escroquerie là, pour faire du buzz là, et aussi les dénonciations éventuelles du salaire minimum qui serait la cause du chômage français, alors même qu'il y a d'autres pays qui ont un salaire minimum chez nos voisins et qui ont peut-être moins de chômage que nous. Donc faire tenir le salaire minimum, le chômage qui dure sur le salaire minimum, voyez, la confrontation avec les faits a l'avantage de remettre des fois un peu les pendules à l'heure et de calmer des arguments qui, de théoriques et de scientifiques, sous hypothèse, pourraient vite devenir des arguments idéologiques, des points de doctrine, des croyances, des points de vue respectables, mais des croyances, pas des points de vue scientifiques. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de cette... Alors on pourrait faire plus sur les néoclassiques, mais de ce détour que je voulais vous faire par les néoclassiques pour vous montrer une représentation du chômage dans un courant de pensée centré sur la fin 19e à la mi-20e et qui déborde encore aujourd'hui avec des sophistications. Mais vous voyez que ce courant de pensée, et finalement, on reconnaît sa présence comme inspiration dans nombre de propos, d'articles, à la fois d'hommes politiques, d'intervenants divers et variés, de gens dans la société, sans fonction particulière, aussi de certains analystes qui ne mettent pas toujours clairement en avant leur référence, leur corpus intellectuel, et donc on peut le débusquer, si vous voulez, le reconnaître. Et en fait, ce que je vous dis, c'est que c'est un point de vue, et dans le débat sur l'analyse théorique et donc scientifique, dans ce débat intellectuel sur l'analyse du chômage, il y a d'autres points de vue. Alors, il ne s'agira pas de faire une course exhaustive, mais la fois suivante, nous attaquerons en des termes assez différents une autre grande approche du chômage dans l'économie, en allant chercher John Maynard Keynes, K-E-Y-N-E-S, un auteur de l'entre-deux-guerres, un Britannique de l'entre-deux-guerres, et qui justement a porté le fer contre l'analyse néoclassique, a ferraillé avec eux, et dans la traduction française de l'ouvrage peut-être le plus connu de Keynes, la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qui était paru en Grande-Bretagne en 1936, la version en français avait une préface, et Keynes avait écrit en disant qu'il était heureux que son ouvrage soit traduit en français, donc c'était pas une autosatisfaction un peu mal placée, mais disait-il, il était il était heureux que son ouvrage soit traduit en français, car ainsi il allait pouvoir montrer aux Français en quoi Jean-Baptiste Say avait tort. Et Jean-Baptiste Say, nous venons d'en parler, je vous rappelle, c'est un des piliers à la fois alors c'est un auteur classique du début du 19e, mais qui a été annexé par les auteurs néoclassiques, est un maillon essentiel de l'analyse néoclassique, et donc Keynes va ferrailler intellectuellement avec l'analyse néoclassique, et en particulier le débouché qui nous postule que voilà, les crises de surproduction sont impossibles si le marché fonctionne bien, si les prix sont flexibles et que l'État ne s'en mêle pas. Et Keynes va essayer d'attaquer les situations où le chômage dure, la pauvreté peut s'étendre, et il va montrer en quoi les analyses et les thérapeutiques, les politiques de l'emploi néoclassiques, selon lui, sont erronées, et comment on pourrait essayer de s'y prendre d'une autre façon. Et donc on illustrera à la fois, on verra une autre analyse, et on essaiera de voir d'autres moments
où cette analyse est référencée, respectant par là l'idée, un peu, je crois, la commande que vous m'aviez passée, qui était non pas de faire un cours d'histoire de la pensée, voilà, un petit peu posé en l'air, mais de montrer à la fois des éléments de pensée économique, mais de montrer également en quoi ces éléments de pensée économique pouvaient affecter nos vies, au sens où ces éléments de pensée économique servaient de cadre intellectuel de référence à des décisions qui sont prises et qui peuvent conditionner la durée du travail, l'existence d'un SMIC, de telle politique ou telle autre, et donc voir que c'était pas uniquement un propos pour intellectuels en manque d'occupation, mais qu'il y avait un retentissement presque dans notre vie quotidienne. Voilà. Donc, fin pour cette analyse néoclassique du travail et du chômage. Alors, nous y reviendrons en contrepoint de l'analyse que nous ouvrirons la fois prochaine avec l'analyse keynésienne, deuxième grand pilier, et par certains côtés frontalement opposé à l'analyse néoclassique dans la méthodologie et dans les variables clés pour comprendre le chômage qui aura une toute autre nature à la suite des travaux de Keynes. Mais le débat reste encore ouvert aujourd'hui, donc je changerai de jeu de rôle, je serai keynésien par la suite en essayant d'être honnête dans la présentation de ce nouveau courant. Bien, donc bon visionnage de cette séance et au prochain cours la semaine prochaine. Allez, au revoir.